Bien. Donc, que vous dire tout d'abord? On va évidemment parler de sujets de sujets très précis, très concrets, parce que c'est en action qu'on montre le plus effectivement notre contribution à la préservation des zones humides, un peu plus largement à la présentation du capital naturel et de la biodiversité, mais peut-être quelques petits éléments généraux un peu pour resituer finalement Suez et sa politique de préservation de la biodiversité. La nature même des activités de Suez. Alors, Sylvie, je crois que tu as dit tout à l'heure que l'eau était l'essence même du développement durable. Je traduis un tout petit peu, je modifie un tout petit peu tes propos, tu m'excuseras. Il est évident que par la nature même de nos activités, puisque nous sommes des gestionnaires de l'eau, nous sommes également des gestionnaires non seulement du petit cycle de l'eau, je dirais quand elle est dans les tuyaux, mais également des gestionnaires du grand cycle de l'eau. Nous avons, avec les zones humides, finalement un triple rapport. Premièrement, les zones humides, ça fait partie du capital naturel qui rentre dans notre chaîne de valeur, tout simplement, puisque vous comprendrez bien que la qualité des zones humides et qualité de la ressource en eau sont indissociablement liées, et on vous donnera quelques exemples précis sur le sujet. Deuxièmement, notre activité, c'est finalement de dépolluer, que ce soit pour l'eau et les déchets, les pollutions qui sont amenées par les communautés humaines, que ce soit les villes, que ce soit les industries. Voilà, une activité humaine, une activité économique, elle produit des pollutions. C'est notre métier justement de faire en sorte de préserver le capital naturel. Et puis, on a également aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, un troisième aspect. Nous sommes aussi un industriel. Nous gérons des assets qui peuvent être des usines d'eau potable. Le terme d'usine veut bien dire ce qu'il veut dire. Ou des installations de traitement des déchets, des unités de valorisation énergétique, des centres d'enfouissement technique. Et donc, forcément, on a des pressions sur la biodiversité. Et en particulier, dans le domaine de l'eau, on est forcément assez près d'une zone humide, enfin que ça soit une rivière, que ça soit une zone humide dans la vallée d'une rivière, que ça soit pourquoi pas une zone d'eau saumâtre si on se retrouve quelque part entre la terre et la mer. Nous avons des responsabilités en tant qu'industriels pour nous engager. Pour ça que, en un mot, nous avons mis la problématique de la biodiversité, puis justement de la biodiversité, mais également le capital naturel sur lequel repose la biodiversité, au même niveau qu'un de nos autres grands engagements en matière de protection de l'environnement et plus globalement de développement durable, qui est le climat. Nous les avons inscrits assez clairement dans notre raison d'être qui a été présentée lors de l'Assemblée générale du 12 mai à l'ensemble de nos actionnaires, le terme de préserver l'eau, mais aussi la terre et l'air, avec le rapport qu'il peut y avoir d'ailleurs dans les zones humides entre l'eau et la terre, et bien évidemment protéger la biodiversité, c'est notre raison d'être et c'est ce qu'on s'applique à faire encore plus peut-être fortement que dans le passé, dans le cadre de la transformation du groupe. Et je pense que, comme toute entreprise, Sylvie l'a explicité en disant effectivement les deux grands sujets pour les entreprises, c'est le climat et la biodiversité. On ne fait pas exception, mais on souhaite effectivement l'illustrer de manière particulière compte tenu de nos métiers. Alors, comment on l'illustre? Tout simplement en réfléchissant dans ce qu'on a appelé notre proposition de valeur, qui est la proposition de valeur qu'on se propose de livrer à nos clients dans le cadre de notre plan stratégique Suez 2030, consistant à dire il faut que l'ensemble de nos solutions ait un impact positif, et si elles l'ont déjà, que cet impact soit encore plus prégnant sur des problématiques de santé et de qualité de vie, sur le climat, sur le capital naturel de la planète, et on l'a vu, le capital naturel, on l'entend en étant eau, air et sol, sur la problématique de l'économie circulaire, et puis aussi l'ancrage local avec les parties prenantes sur la valeur que l'on apporte au territoire, et parler de zone humide, dans cette notion de valeur, quand on travaille, on connaît les travaux qui sont faits, on les suit très bien sur la valorisation des services par les écosystèmes, finalement on est complètement au cœur du sujet quand on regarde le lien entre zone humide et cette position de valeur.
Alors, une fois qu'on a fait son statement, une fois qu'on a défini finalement quelle allait être la transformation des métiers, et ben maintenant, il faut s'engager. Et c'est ce qu'on a fait en rejoignant Act for Nature International, présenté par Sylvie Gillet tout à l'heure. Dans Act for Nature International, on a fait partie des membres fondateurs il y a 3 ans. On a renouvelé nos engagements avec un immense plaisir, avec une conviction et des objectifs renforcés. Vous voyez que ces engagements, ils portent sur notre offre, on l'a dit, mais ils portent aussi sur notre gouvernance, quand vous voyez le côté stratégie, ils portent également sur notre performance, puisque nous sommes un groupe français qui a le tiers de ses activités en France, mais nous sommes aussi un groupe international avec un tiers des activités en Europe hors France et un tiers d'activités au grand international. Et la biodiversité n'est pas forcément complètement au niveau de l'agenda de tous les pays où nous sommes. Il faut effectivement qu'on contribue à placer la biodiversité au top de cet agenda, ne serait-ce que justement par la démonstration par l'exemple. Et sans compter, bien évidemment, tout ce que l'on peut proposer en matière d'offres commerciales. On parlait de renaturation, on parlait des solutions fondées sur la nature. On est complètement, évidemment, investi sur le sujet, que ce soit des solutions fondées sur la nature du style zone humide, j'aime pas le terme d'artificiel, mais du moins de recréer des zones humides ou de ce que l'on peut faire sur la protection aquatique et marine, avec évidemment tous les liens qu'il peut y avoir sur les liaisons entre les deux. Voilà quelques éléments, en sachant bien évidemment que on s'est engagé dans Act for Nature International au niveau international, corporate. On s'est également engagé, on est content d'être l'une des premières entreprises à l'avoir fait dans Entreprises engagées pour la nature, le dispositif français dont Benjamin reviendra dessus. Et je vous donne tout simplement la manière dont, pour le moment, les indicateurs de biodiversité, c'est toujours compliqué, sur les zones humides encore plus. On réfléchit à des indicateurs surfaciques. Bon, on fera peut-être un petit débat justement avec nos amis de CDC Biodiversité sur le sujet, mais pour montrer l'implémentation de nos actions, une fois de plus, au grand international et hors de France, on suit, je crois qu'un certain nombre d'entreprises d'ailleurs suivent le même. On n'a pas trouvé mieux, mais c'est déjà quelque chose d'assez fort, tout simplement l'implémentation de nos actions en disant quel est le nombre de sites prioritaires qui sont couverts par un plan d'action. Un site prioritaire, c'est quoi? On va retrouver les zones humides dedans, bien entendu. C'est un site défini par l'UICN comme étant en 4, 5, 6. Et le plan d'action, c'est un plan d'action qui n'est pas cosmétique, mais c'est un plan d'action qui suit les guidelines internes que l'on peut définir au niveau du groupe, en particulier pour la gestion des captages d'eau, ou alors c'est un plan d'action qui est revu par nos experts biodiversité. Voilà quelques petits éléments de contexte qu'on est heureux de partager avec vous. Et je vais passer la parole à Benjamin pour parler de nos solutions et puis, bien entendu, pour parler, puisque nous sommes dans un aréopage un peu français, de ce qu'on fait dans le domaine de ce qu'on fait en France, et en particulier dans nos activités eau, ce qui est logique en France. Voilà. Bonjour à tous et merci de nous avoir permis de prendre la parole à cette occasion. Donc merci à l'OIO pour l'invitation. Effectivement, donc moi je vais axer mon discours sur le scope, sur le périmètre français, périmètre sur lequel on a peut-être un peu plus d'historique en matière de préservation des zones humides et de biodiversité. Donc la préservation des zones humides, on la raccroche assez facilement en interne chez Suez à la protection de la biodiversité. On est une entreprise de l'eau. Entreprise qui intervient donc sur la production d'eau potable, également sur des activités d'assainissement, donc clairement sur des activités de gestion du petit cycle de l'eau. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, on a compris que nos métiers étaient étroitement dépendants des services écosystémiques rendus par les zones humides. Et donc, de plus en plus, on est amené à travailler effectivement sur le grand cycle de l'eau. Donc, la protection des zones humides, elle est quand même étroitement liée aux enjeux de préservation de la biodiversité.
Donc effectivement, l'engagement qui est le plus récent, le plus à jour et qui porte sur la préservation des zones humides de la biodiversité, c'est l'engagement EEN, Entreprise engagée pour la nature. On s'est engagé dans cette initiative qui faisait suite finalement à la stratégie nationale pour la biodiversité, donc initiative dans laquelle on était depuis 2014. Et donc, on a souhaité formaliser notre engagement en France et effectivement le poursuivre. Ça a du sens pour nous puisqu'on intervient pour le compte des collectivités. On travaille effectivement pour des industriels, mais on a également beaucoup de contrats de délégation de services publics. Et donc, ça avait du sens pour nous de développer et de poursuivre nos actions, notre politique biodiversité pour être opérationnel et pour être en ligne, en phase avec les collectivités pour lesquelles on travaille et qui, certaines d'entre elles, donc, peuvent être inscrites également dans l'initiative Territoire engagé pour la nature. Donc, c'est notre directeur général France, Jean-Marc Boursier, qui a signé et reconnu l'initiative Entreprise engagée pour la nature et qui a effectivement endossé donc l'ensemble des actions qui sont datées chiffrées et qui portent sur la temporalité 2020-2025. Alors, ce plan d'action, concrètement, comment il se décline? Il est assez similaire aux engagements internationaux du groupe, avec un volet stratégie, un volet management environnemental et un volet proposition de valeur. Donc, juste donner si je voulais donner quelques exemples, donc effectivement, concernant la stratégie, on cherche à faire en sorte, par exemple, que la biodiversité devienne un critère en comité opérationnel. Donc, c'est-à-dire que quand on évalue l'opportunité de tel ou tel projet, on prend en compte également les impacts sur la biodiversité et donc effectivement sur les zones humides. Côté management environnemental, donc Jean-Pierre en parlait précédemment. On a vocation à déployer donc des plans d'action en faveur de la biodiversité, soit volontaires, soit réglementaires, sur l'ensemble de nos sites prioritaires. Concrètement, en France, les sites prioritaires, c'est nos sites de production. Donc, pour la partie eau, c'est effectivement les usines de production d'eau potable et les stations d'assainissement qui sont situées en contexte Natura 2000. Et puis, sur le volet solutions, effectivement, on a travaillé depuis maintenant, je dirais, une dizaine d'années sur le concept de zone de rejet végétalisé améliorée. Et donc, on est en mesure de proposer ce type d'aménagement pour différentes parties prenantes. Et donc, j'en parlerai un peu plus par la suite. Alors, au-delà de ces engagements qui sont vraiment cœur de métier, on a un certain nombre d'actions qui sont des actions complémentaires et qui, finalement, en respectant le cadrage qui nous a été donné par l'OFB, je ne vais pas vraiment le détailler ici, sont des actions qui relèvent plus des modes de collaboration avec les parties prenantes, qui relèvent également de l'amélioration de la connaissance de la biodiversité, de l'innovation, etc., etc. Alors maintenant, quelques exemples concrets. Au quotidien, finalement, comment Suez agit pour la protection des zones humides. Voilà, donc je vais axer finalement ma présentation sur 3 retours d'expérience. Le premier, finalement, c'est un site qui est situé dans les Yvelines, donc dans le OPEC à Croissy-sur-Seine, qui est un peu particulier parce que c'est un site qu'on a en domaine privé. Généralement, le foncier qu'on exploite, il appartient aux collectivités pour lesquelles on est amené à travailler. Ici, c'est donc une 50aine d'hectares que l'on a en propre. Et effectivement, c'est un site de production d'eau potable. Donc, l'eau est prélevée dans la Seine. Elle transite par des bassins de réalimentation de la nappe. Et ces bassins, concrètement, sont temporairement en eau. Donc, certaines fois, ils sont en eau, des fois, ils sont plus en eau. Le site, dans sa totalité, est ZNIEF, donc zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et on a constaté depuis assez longtemps que finalement, ce site constitue une zone assez intéressante, à la fois en hivernage et en reproduction, pour la vie-faune. Cette année, par exemple, en 2020, il y avait une espèce un peu particulière qui est suivie par une association locale, donc la sarcelle d'été, qui s'est reproduite sur le site.
Et donc, on a un certain nombre d'oiseaux qui sont patrimoniaux que l'on retrouve sur ces bassins et dans les milieux attenants, donc comme le vanneau huppé, le petit gravelot, le martin pêcheur. Donc, cette année, en fait, on renouvelle le diagnostic écologique que l'on mène régulièrement sur le site, en travaillant avec le bureau d'études Biotope pour mettre à jour finalement les connaissances que l'on a à la fois sur le plan floristique et faunistique. Autre exemple, alors là, on se trouve en Côte d'Or, au-dessus d'Auxonne. On est donc sur un champ captant. On n'est plus du tout en contexte urbain comme montré précédemment, contexte beaucoup plus rural. On est sur un champ captant, 50 hectares environ, que l'on gère. Et donc, effectivement, un site également assez intéressant qui présente une très forte naturalité et qui illustre bien en fait la complémentarité entre les enjeux de protection de la ressource en eau. Donc, effectivement, hein, sur certains périmètres, soit les périmètres de protection immédiat, rapprochés, éloignés, on doit respecter un certain nombre de prescriptions qui relèvent des déclarations d'utilité publique. Et donc qui sont effectivement favorables en général à la protection des zones humides et de la biodiversité. Donc là, en l'occurrence, on a des habitats de prairies humides qui sont gérés de façon extensive et sur lesquels on a des espèces patrimoniales qui peuvent se développer, comme le tarier des prés, par exemple. Un dernier exemple qui illustre peut-être l'aspect partenarial qu'on peut développer en lien avec la préservation des zones humides. Donc c'est à nouveau un champ captant qui se trouve cette fois en Auvergne et donc en bordure de l'Allier et sur lequel effectivement le muséum avec lequel on est en partenariat a mené des inventaires naturalistes dans le but de développer des indicateurs d'évaluation de la biodiversité. Donc, on travaille depuis une dizaine d'années avec le Muséum d'histoire naturelle et effectivement, en 2019, il cherchait un site qui présentait une forte naturalité dans le pool de sites à échantillonner pour élaborer une nouvelle méthode d'évaluation biodiversité. Et donc, c'est ce site qui a fait l'objet d'une expertise d'un partenaire de choix, le Muséum, et sur lequel, par exemple, le castor d'Europe a été inventorié. Voilà. Voilà donc pour l'aspect bonne pratique. Si on passe maintenant à l'aspect solution, c'est pas vraiment l'objet de la présentation, mais donc quelques mots quand même sur les zones humides artificielles. Après 6 ans en fait de recherche et développement avec nos équipes de scientifiques finalement, d'experts hydrauliques, d'experts écologues, etc. On a mis au point une solution ou un concept, je dirais, qui relève des zones de rejet végétalisé améliorées et donc qui permettent d'obtenir finalement un traitement tertiaire des polluants, donc des rejets, des eaux de rejet qui vont dans le milieu naturel. L'intérêt de ces années de recherche, c'est qu'on a montré que les zones tampons, finalement, donc les zones de rejet végétalisé et les zones humides qu'on pouvait installer entre nos installations, donc les stations d'épuration et les rivières, les milieux récepteurs, pouvaient à la fois accueillir de la biodiversité, réduire les polluants résiduels, donc notamment les micropolluants, toutes les molécules par exemple pharmaceutiques, les molécules issues des cosmétiques également, qu'on retrouve dans les eaux usées traitées, les molécules des produits ménagers, etc., grâce aux capacités épuratoires de la nature. Et qu'on pouvait également obtenir un abattement sur les macropolluants, donc tous les polluants qui relèvent de l'eutrophisation, et également enfin un abattement sur la bactériologie. Donc des zones humides qui sont conçues selon des principes de génie écologique et qui présentent effectivement un intérêt en termes d'abattement des polluants. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide. Je vois qu'on a déjà dépassé le créneau, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Et je vais laisser la parole peut-être au modérateur.